Mais si je devais définir Poutre, c'est une femme qu'on a gros sur la patate et qui est tout le temps énervée. Ce qui est mon cas en civil aussi, mais je l'exprime moins parce que je suis un peu timide. Salut, je suis Arthur Lefebvre, merci d'être là. Tu écoutes Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête et qui donne la parole et explore les identités de la scène drague actuelle. C'est quoi être une drag queen aujourd'hui ? Pendant quelques minutes, nous allons entendre leur parcours, leurs influences et leurs aspirations. Dans cet épisode, je reçois Étienne, connu sous le nom de La Poutre. Bonjour Étienne. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien. Merci de venir dans mon podcast. Est-ce que tu pourrais tout d'abord un peu te présenter en quelques mots ? Alors ça dépend en tant que civil ou en drag En queen. tant que civil là-bas. Alors, on va aller sur le civil. Donc je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans. Je fais rien de ma vie à part le drag. Ok. Et voilà, j'ai fait des études de communication. Là, ça fait 6 ans que je suis à Paris. Je viens de Normandie. J'ai passé 1 an au Texas pour passer mon bac là-bas. Et quand j'ai fait mes études de com, j'ai dû venir à Paris. Et tu te souviens un peu de cette période-là, à Caen, au Texas, un peu avant Paris en fait ? Je m'en souviens très très bien. Ouais, c'est une période qui était... C'est pas une période hyper rose parce que c'était déjà le lycée où j'ai séché pas mal de cours parce que j'étais pas à l'aise. Enfin, je crois que je faisais un peu de la phobie scolaire. Ok. Et puis il y a aussi toute l'idée de... J'étais un peu la folle de la ville, quoi. Genre, j'étais le gay efféminé de la ville, donc c'était pas hyper bien accepté. C'était pas une super période. Donc j'étais contente de venir à Paris après Ouais. Texas. Quand t'es arrivé à Paris, tu t'es vite intéressé à la culture queer et tout. Enfin, après, ça te représentait, mais est-ce que... Bah, mine de rien, non, j'ai mis un peu de temps parce que, étant donné que j'étais dans cette école de com qui était genre très fille à papa avec des petites nanas très superficielles, je me suis pas intéressée tout de suite au queer. J'avais même pas trop l'idée de ce que c'était. Et c'est après en faisant un stage à YAG, je sais pas si tu vois, Ouais. YAG c'était à l'époque, enfin, c'est fini maintenant, mais. Et c'est là que genre vraiment j'ai un peu pris conscience de ce milieu-là, du drag, tout ça, donc. YAG, le magazine ? Le magazine D'accord. ouais, sur internet. Ok. Et donc là, tu t'as un peu découvert la culture queer. Ouais, c'est là que, honnêtement, c'est eux qui m'ont éduqué sur toute la culture gay, toute la culture queer. Et du coup, à cette époque-là, tu voyais le drag de loin ou genre c'était quelque chose qui était hyper inconnu pour toi ? À cette époque-là, j'avais juste vu une drag queen à une Pride de Caen, ça m'avait plus même presque fait peur qu'autre chose, et j'étais vraiment loin d'admirer les drag queens et de vouloir en devenir une, quoi. Ouais. Et j'étais limite followphobe et tout, enfin j'avais Ah oui. beaucoup de chemin à faire. Ouais, t'as déconstruit des trucs. Ouais, c'est vraiment genre à Paris avec YAG, etc. que j'ai appris tout ça. C'est là que j'ai commencé à voir les premiers trucs avec RuPaul Drag Race, etc. Je pense que comme beaucoup de drag queens de Paris aujourd'hui qui sont de cette génération-là, on s'est inspiré de ça. Et puis surtout, j'ai commencé à me faire des potes à peu près au bout de 2 ans, 3 ans à Paris, sur des applis, sur Grindr, Hornet, etc. Et avec ces potes-là, on a commencé à sortir en soirée gay et queer surtout. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à goûter à la culture drag et que j'ai voulu vraiment en faire, quoi. À l'époque où j'ai commencé à faire des petits looks, à me maquiller, à mettre des talons pour aller en soirée, je me considérais pas du tout comme une drag queen parce que je me sentais pas à la hauteur du tout. Et aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis si, c'était du drag. Pour moi, le drag, ça englobe vraiment tout, genre toutes les expériences esthétiques, artistiques que tu peux faire pour aller en soirée. J'ai commencé, je pense qu'on était en 2015, je crois, c'était aux soirées House of Moda. C'est vraiment là où j'ai commencé à me lâcher, à mettre des talons, à faire les premiers tests. Mais je me trouvais affreuse, donc j'étais loin de me considérer comme drag queen. T'avais des potes drag avec toi, c'était dans quelle optique C'était dans l'optique de faire des performances, de sortir simplement ? Alors au début pas du tout, c'était vraiment juste pour s'éclater parce que c'était avec mes copines, c'était avec Klaus et Vulgaria à l'époque, c'était vraiment mes 2 meilleurs potes. Et qui sont elles aussi drag queens. Qui sont drag queens aujourd'hui aussi. et donc on a... Et qu'on salue. Et qu'on salue, et on a fait beaucoup de tests à la Moda, c'était vraiment genre l'espace où tu pouvais faire un peu n'importe quoi. Sans être jugé en plus, donc c'était vraiment dans une optique plutôt de s'amuser. Puis c'est au fur et à mesure, de plus en plus, plus on se lookait, plus on se disait j'aimerais bien genre aller plus loin et vraiment faire ça un peu plus sérieusement, et c'est comme ça qu'au final on en est venu après aux performances. Du coup, la House of Moda, c'est vraiment une référence pour le drag à Paris.
Bah, pour moi, c'est vraiment le berceau du drag, la House of Moda. Enfin, à Paris en tout cas. Je pense qu'il y a toutes les anciennes drag queens, enfin anciennes, mais nouvelles, anciennes de la nouvelle génération, Ouais. qu'on fait des expériences là-bas, quoi, qui se sont formées là-bas, dans le clubbing, dans l'éclate. Et du coup, toi, tu te considères comme nouvelle drague ou ancienne nouvelle drague? Bah, c'est compliqué parce que, je sais pas, avant on divisait le drag enfin, de mon point de vue, on divisait les générations de drag avec le dragathon. Ouais. On disait tous les ans, il y a une nouvelle génération, etc. Mais en fait, maintenant, je vois juste deux générations. Il y a vraiment la génération qui est un peu avant RuPaul Drag Race sur Netflix et après. Et moi, je suis quand même partie de celle d'avant parce que, enfin, je me souviens des modas, vraiment, maintenant ça commence à dater, c'était il y a 3-4 ans. Et vraiment, c'est formé dans le club, quoi. C'était pas YouTube, Instagram, de partout, comme aujourd'hui, quoi. Là, c'était vraiment... Il y avait 20 drag queens à tout casser dans Paris et on faisait la fête à la House of Moda ou ailleurs. Et c'est intéressant, du coup, moi j'avais une question par rapport à ça, est-ce que tu vois des évolutions importantes dans l'espace et la communauté queer pour les drags? Est-ce que tu vois une évolution, ne serait-ce que le nombre de drags qui est plus important? L'évolution, elle est claire, là. Genre, cette dernière année, il y a tellement de nouvelles queens qui sont nées, genre, j'arrive plus à suivre. Mais ouais, puis c'est quand même une démarche assez différente. Je sais que moi, par exemple, j'ai mis énormément de temps à me considérer comme drag et genre à me faire des réseaux sociaux, genre officiels, la poutre, etc. Sur Instagram, j'ai mis énormément de temps et je vois aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Il y a plein de nanas qui ont mis une perruque dans leur vie et qui se font un Instagram le lendemain, tu vois. C'est vraiment, c'est devenu un but, genre devenir drag queen. C'est très, ouais, c'est à la mode, ça se voit, quoi. Et tu trouves que c'est une bonne chose ou tu vois des aspects négatifs? Bah, il y a des bons aspects et des mauvais aspects, parce que d'un côté, c'est cool que le drag se répande et que la question du genre soit en pleine ébullition, etc. Mais après, ça dépend de la raison pour laquelle tu fais du drag. C'est vrai que si tu fais du drag pour être connu, en soi, c'est pas une bonne raison. Tu seras pas heureuse dans ton drag. Si il faut faire du drag parce que t'aimes te transformer, t'aimes tout ça, ouais. Et tu penses qu'il y en a qui le font pour être connus aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est... Ouais, et plus qu'avant? Plus qu'avant, oui, ça c'est clair. Mais après, je comprends aussi, c'est vrai que quand tu fais du drag, tu te fais remarquer, ça fait un peu du bien à l'ego, donc je comprends un peu, mais c'est pas forcément la bonne raison pour le faire, quoi. Tu parlais de l'aspect du genre, que le genre était en ébullition, etc. Est-ce que toi, faire du drag, ça t'a questionné ou en tout cas fait réfléchir à ton rapport au genre, ton propre genre et le genre en général? Bah, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que j'ai beaucoup été rejetée avant parce que j'étais efféminée, mais moi justement je voulais combattre un peu ça, genre je voulais pas être efféminée parce qu'on me disait tout le temps que j'étais efféminée. Et le drag, ça m'a appris à justement reprendre le pouvoir sur cette féminité. Et je me sens pas forcément homme, je me sens pas forcément femme. En tout cas, le schéma classique du genre, la femme, l'homme, je me retrouve dans aucun des deux. Donc oui, le drag là-dedans, ça m'a pas mal éclairé sur ces sujets-là. Du coup, la poutre. Oui. La poutre, qui est donc ton nom de drague. D'ailleurs, je sais jamais si je dois dire poutre ou la poutre. Alors, éclaire-nous. Au départ, c'était la poutre, mais pour les intimes, j'accepte poutre tout court. Ok, très bien. Comment c'est venu comment tu as pensé à ce personnage de la poutre? Est-ce que tu l'as défini physiquement? Est-ce que tu as défini une façon dont la poutre agit, une façon dont la poutre s'exprime? Même le nom, comment c'est venu? Alors, pour le nom... processus de la création de la poutre. Je vais enfin révéler la raison de pourquoi je m'appelle poutre. C'est vrai qu'il y a plein de... Il y a plein d'interprétations. En fait, c'est très vieux. On m'appelle la poutre depuis bien avant le drag, parce que je m'appelle Étienne Poètre, c'est mon nom de famille. Et j'avais une prof de physique qui avait un accent marseillais à couper au couteau et qui un jour a fait l'appel. Évidemment, j'étais pas là parce que j'étais chez les cours de physique. Et elle a dit... Elle a fait l'appel, elle a dit Étienne Poutre, et tout le monde a dit mais non, c'est pas Étienne Poutre, c'est Étienne Poètre. Elle a fait Étienne Poutre, Poètre peut-être. Et du coup, c'est resté Poutre. Enfin voilà, c'est complètement con, mais c'est un surnom qui date du lycée et qui du coup, après, c'est. Okay. Mais c'est aussi pour ça que.
Enfin, moi, je me sépare pas vraiment, je me dis pas, il y a Poutre et Étienne, pour moi, c'est la même personne, donc, enfin, c'est mon surnom aussi en civil, donc, D'accord. mais pour définir Poutre, du coup, c'est aussi un peu me définir moi, mais la seule différence que je trouverais, c'est que bah, je suis évidemment plus exubérant en drague et que j'ose plus dire les choses, mais ouais, en drague, je suis souvent énervé pour tout et n'importe quoi, et voilà. Ouais, donc c'est un peu ton exutoire. Ouais, c'est un peu mon exutoire, ouais, le drague. Mais même du coup, le choix du nom, parce que du coup, comme tu me dis, ça vient du fait que une des profs que tu as eu s'est trompée dans ton nom. Oui, Donc en fait, tu te réappropries aussi, même dans le nom, un truc qui a Exactement. été exactement. mal formulé envers toi. C'est intéressant. Ok, et donc du coup, tu avais, par exemple, t'as tout de suite su physiquement à quoi tu voulais que Poutre ressemble, ou il y a eu des évolutions? Jusqu'à il y a pas si longtemps, je m'en foutais un peu, genre je me contentais de mettre des cuissardes et un string. Parce que c'est un peu genre la facilité, genre quand t'as pas beaucoup de moyens pour te faire un drag bien abouti. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant je me penche un peu plus sur ce que je veux rendre esthétiquement en poutre. Mais après mes influences, c'est très simple, c'est un mélange de baroque, et encore je l'ai pas trop exploité dans le drag parce que j'ai pas encore eu l'occasion, mais moi mes influences c'est plutôt ça, c'est aussi la Russie, je suis fan de la Russie, enfin du milieu showbiz russe, Ok. un peu kitsch, un peu dramatique, tout ça, et puis un peu gothique aussi, un peu sombre, enfin voilà. Tu vois ton drag comme quelque chose de pur divertissement ou de politique, de militant, les trois à la fois. Et c'est les trois à la fois, en fait. Non, mais honnêtement, je peux pas séparer le politique du drag. Pour moi, de toute façon, quand tu fais du drag, déjà, c'est... Bon, ça l'est un peu moins maintenant, mais c'est transgressif, donc C'est déjà politique. c'est déjà politique de faire du drag. Donc, en soi, voilà. Puis surtout, enfin, je suis quand même assez militant. Et l'avantage, c'est que tu peux faire de la politique en divertissant, et je trouve que c'est super cool. Et la poutre, c'est un outil aussi politique? C'est un outil de militantisme? Ouais, à mon échelle, c'est un petit outil militant. Ouais. Ouais. Ok. Mine de rien, enfin, quand on va en soirée par exemple, ne serait-ce que quand t'as des hétéros en soirée queer, genre, ça fait aussi partie du job, même si c'est pas forcément agréable de devoir toujours réexpliquer les choses, c'est d'apporter un nouveau point de vue à des gens qui connaissent rien à ces sujets-là. En fait, la première personne qui nous a fait confiance avec Vulgaria et Klaus, c'était Véronica Von Leer. Et c'est la première qui nous a proposé vraiment un projet artistique en drague, qui nous a proposé le clip de Bagarre. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est vrai que je pourrais en faire beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Je pourrais vraiment genre, m'en servir et faire quelque chose de plus pro. Et donc après, on a suivi Bagarre à Quotidien, et à La Cigale, etc. Et c'est là que je me suis dit, ouais, j'ai envie de performer. En plus, la scène, enfin, littéralement, ma première scène, c'était Quotidien. Mes premières scènes, c'était Quotidien et Bagarre, et La Cigale. Donc, Ouais, c'est pas mal. donc ça m'a donné goût assez facilement, c'était quand même assez intense. Donc ouais, c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de faire de la scène et de la scène en drague, ouais. Ouais, donc c'est intéressant, c'est vraiment de l'entraide. C'est une autre drague qui t'a placé sur Ouais. un. Mais on a mis du temps parce que je pense que il y a beaucoup de drag queens à Paris à l'époque qui nous voyaient comme des petits jeunes qui s'éclataient en soirée, qui faisaient des tests un peu atroces à la House of Moda. Donc je pense qu'on a mis du temps à nous prendre au sérieux. Puis il y a Véronica qui nous a proposé ça et c'est là qu'on s'est dit, mais oui, enfin, nous aussi on peut le faire. Trop cool. Tu as, j'imagine, plus de propositions maintenant qu'avant, ce qui est normal, mais tu penses que c'est parce que t'as fait un bout de chemin et que t'es peut-être plus reconnu en tant que drague, ou tu penses que en fait il y a vraiment un appétit supplémentaire pour les dragues? Ouais, j'ai l'impression que la demande elle est quand même plus importante. Enfin, le drag c'est tellement à la mode maintenant que, enfin, en plus c'est un peu le divertissement pas cher en soirée, quoi. Tu bookes une drague, ça te coûte, minimum 100 €, c'est pas énorme. Ça te fait une petite animation en soirée, c'est cool, et puis ça, voilà, c'est à la mode. Donc, mais je pense aussi que c'est parce que maintenant, moi personnellement, je commence à avoir roulé ma bille. Sinon, tu te souviens de ta première performance? Bah, du coup, alors ça dépend parce que soit c'est ma première alors performance solo, c'était à la Drag Me. Qui est une soirée parisienne. Qui est une soirée parisienne organisée par Sativa Blaze.
Et que j'étais paniquée, évidemment. Ce qui est marrant, c'est que souvent quand tu sors de scène, enfin moi personnellement, je me sens toujours comme une merde. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi, que c'était raté, etc. Puis après, en regardant les vidéos, je me dis, ah finalement, c'était pas si mal, il y a des trucs à améliorer, mais c'était cool. Et non, je crois que cette première performance, elle était assez cool finalement quand j'y repense. C'était sur Ina et sur Nolwenn Leroy. Donc, wow. excusez-moi du peu. Et j'avais. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien parler de ma vie, de mon quotidien, etc. Et j'avais fait une petite référence à un mec qui m'avait piqué mon crush du moment. J'étais énervée. Et voilà, je l'avais exprimé sur scène. Vraiment un exutoire. Oui, vraiment un exutoire. Genre, à chaque fois, elle est là, elle est énervée, elle vient sur scène et elle râle. J'aurais pu commencer le drag beaucoup plus tôt, mais parce que j'avais fait une rencontre, j'étais encore en Normandie à ce moment-là, d'un, d'un jeune gars qui portait des talons tout le temps, qui avait du make-up, une grosse crête, etc. Et ça me fascinait. Mais c'est juste que je sais pas, j'étais pas prêt à passer le pas, genre d'aller full dans la féminité. C'est une question de quoi? C'est une question de confiance en soi? C'est quoi pour toi? Ouais, en fait, je pense que vraiment, s'il y avait pas eu genre mes copines Klaus et Vulgaria déjà à l'époque, et même aujourd'hui, je pense que je ferais pas de drag si j'étais tout seul à le faire. Genre, c'est vraiment pour moi, c'est une activité un peu collective, quoi. C'est le plaisir de faire du drag ensemble, de partager des trucs, débattre sur des performances. Et honnêtement, je sais pas si je ferais du drag si j'étais seule. Et je pense que un des déclics pour le drag, c'est vraiment d'avoir été accompagné pour le faire. Et je suis vraiment tellement passionné par le drag maintenant que j'ai un peu du mal à m'intéresser à autre chose en dehors de ça. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir après en vivre, mais Tu penses que c'est possible? ça va peut-être être possible, genre plus tard. Je vois qu'il y a deux, trois. Il y a par exemple Cookie, elle est. Enfin, je sais pas si elle en vit vraiment de ouf, mais je sais qu'elle se consacre à ça. Oui, Cookie Conti. Et enfin, c'est un peu genre une lueur d'espoir. Je me dis que peut-être on peut en faire vraiment plus, mais bon, ça va prendre un peu de temps quand même là. Ouais, Cookie Conti, elle incarne vraiment quelque chose parce que genre, j'en parlais avec Calypso dans l'épisode juste avant. Elle arrive à vivre de son drag. Ouais. Non, ça c'est un peu un goal finalement. Mais après, est-ce que je serais vraiment heureux si je faisais du drag genre toute ma vie? Je sais pas. Peut-être que je peux faire un autre boulot qui tourne autour du drag, je sais pas. Genre, je vois qu'en ce moment, à Paris, c'est en train de s'installer, il y a des agents de drag qui commencent j'ai appris ça. à apparaître. Donc, ça devient vraiment ouais, un business, quoi. Donc, peut-être que je serai agent de drag au bout d'un moment, je sais pas, mais... Et le drag, tu penses continuer longtemps? Tu penses que ça s'arrêtera un jour? Je sais pas. Ça dépend si je supporte encore longtemps de ne pas avoir de sourcils. Tu fais pas de sourcils? Comment? Pourquoi tu fais pas de sourcils? Là, mais en fait, c'est très récent. C'était pour aller au Super Bowl avec le dépotoir. Je voulais absolument genre, que ce soit parfait, donc j'ai rasé mes sourcils pour plus avoir à les coller, etc. Pour que tout soit nickel. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive plus à récupérer mes sourcils parce que je trouve toujours un moyen de les raser à nouveau. Mais après, je sais pas si je continuerai longtemps. C'est difficile à dire. En plus, le drag, c'est quand même un gros sacrifice. Moi, personnellement, depuis que je fais du drag, ma vie sentimentale, c'est le néant. Ma vie sexuelle, j'en parle même pas. Et en plus, la difficulté, c'est que c'est pas juste c'est pas un travail comme un autre, parce que la chose sur laquelle tu travailles, c'est toi, en fait. Donc, c'est super important, parce que t'as pas envie de... Enfin, c'est ton image que tu vends et que tu utilises. Donc, moi, ça me torture un peu l'esprit, quand même, mine de rien. Ça te fait réfléchir sur toi-même? T'as appris beaucoup de choses sur toi en étant drag? Ça m'a aidé un peu à accepter mon corps, même si c'est encore pas l'idéal. Mais ouais, et surtout, ça m'a mis un peu plus à l'aise parce qu'à l'origine, je suis quand même assez timide et avec le drag, genre, je suis un peu plus à l'aise maintenant avec l'humain. Et t'avais pas peur de ça au début, justement? Bah, j'avais peur. Non, parce qu'automatiquement, dès que tu mets du maquillage et une perruque, tu te sens plus, quoi. Donc, c'est vrai, tu sens un switch? Ouais, à ce moment-là. carrément. Ah, c'est intéressant. Parce que t'es pas... ouais, tu te représentes... Enfin,
Ouais, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est... Je crois que c'est plutôt le talon plus que la perruque. Le talon, comme il te met genre au-dessus de tout le monde, genre tu ne te sens pas écrasé par les gens. T'abordes une autre posture. Ouais. D'accord. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Dépotoir. Ouais. Donc le Dépotoir, c'est la rencontre un peu entre mon groupe d'amis Klaus, Étoile de Mer, de La Lobby et Farfouline avec une branche de Van Leer qui sont Karma et ses filles Angora et Diana. La partie Klaus, Étoile de Mer, de La Lobby, on était avec Vulgaria à l'époque, mais bon, je vais pas... Il y a du thé. Il y a du thé, mais on n'est plus trop copines maintenant. Mais donc on s'est formés ensemble à la Moda, etc. Et c'est là qu'on a rencontré les Van Leer, Véronica, et ses filles, Karma, et ses petites filles, Angora et Diana. Et c'est à la Moda, en sortant à chaque fois, que nos liens se sont faits. Et là, en novembre dernier, on y pensait un peu, on voulait faire le Super Bowl à Amsterdam. Le Super Bowl, c'est, je sais pas si tu sais, c'est le concours européen qui met en compétition des drags, des house drags de toute l'Europe. Et c'était l'occasion du coup d'officialiser un peu ce groupe qu'on avait formé et de faire des projets artistiques en commun. Donc on s'est dit, allez, on lance ça. On essaie de pas être trop glamour, de pas être trop non plus dans l'humour, on essaie de lier un peu les deux. On a beaucoup de points en commun en ce qui concerne notre vision sur les performances. Pour moi, vraiment, le Dépotoir, c'est un peu l'union fait la force, quoi. C'est vraiment, on unit toutes nos compétences et toute notre créativité. Après, on avait fait ça pour le Super Bowl au départ, on a ramené 2 trophées d'ailleurs. Félicitations. On a ramené la meilleure chorégraphie et Miss Super Bowl que Klaus a gagné. Miss Super Bowl, c'est juste un prix pour, en gros, la personne qui s'est fait le plus remarquer pendant la soirée. D'accord. Et donc là, maintenant qu'on a fini le Super Bowl, on s'est demandé si on allait continuer le Dépotoir ou pas, parce que c'était le seul but, c'était pour le Super Bowl. Oui, ça a été créé pour ça. C'était créé pour ça au départ. Donc, et en fait, on s'est dit que mine de rien, ça nous avait bien aidé à nous démarquer un peu de tout cette foule de drag qui se crée à Paris. Vraiment, tout le monde a son drag show aujourd'hui. Donc nous, on est un peu en train de réfléchir là-dessus. On voudrait pas faire non plus un drag show comme on voit partout, avec juste un enchaînement de performances et un peu les mêmes blagues tout le temps, les mêmes chansons. On est en train de travailler sur un nouveau concept, peut-être plus clubbing. Ok. Et voilà, là ça va être notre prochain projet, ça va être de bosser là-dessus sur notre soirée à nous. Je voulais savoir aussi, du coup, c'est quoi le moment, l'événement qui, en tant que drag queen, a été le plus important pour toi? Un élément clé, fondateur. En même temps, t'as commencé direct avec des performances de bagarre. Oui, c'est ce que j'allais revenir à ça. C'est pour moi, enfin oui, l'événement, c'était le. Je sais pas si c'était le clip ou la cigale, mais je pense que c'est un des deux. C'est vraiment genre. Pour moi, c'est le moment où je me suis dit, je suis une vraie drag queen et je fais. C'était pas si vieux en plus. C'était pas si vieux, c'était il y a. Ça va faire presque 2 ans maintenant. Ouais. Et ouais, non, c'est pas si vieux donc. Ouais, donc du coup, le clip de bagarre et le plateau de quotidien. Ouais. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé dans les loges et tout. Non, c'était de passer à la télé, etc. Non, c'était vraiment. En plus, bagarre, c'est vraiment genre des amours. Mais pour la cigale, on a eu un moment, c'était un peu en entracte, on devait faire une perf à 5. On a fait sur Freed from Desire et sur. Ouais, je me souviens, j'étais dans la salle. Ah, t'étais là! C'était dingue. C'était dingue. Il y avait Véronica également. Oui, il y avait Je me souviens, elle m'a pris la main dans le public, elle m'a embrassé. Et c'était vraiment le point culminant de ma soirée. Donc, Ah bah, ça me fait plaisir. C'était très cool. Du coup, j'espère qu'on va avoir Véronica dans ce podcast. Mais ouais, c'était très chouette. Je pense que c'est aussi des événements comme ça qui font que le drag est mis en avant et est connu de plus de gens qui peut-être ne sortent pas forcément en soirée queer, même si Bagarre a un public queer, ça touche quand même plus de monde.
Oui, ah bah clairement, merci Bagarre enfin, ouais, de donner une petite plateforme à des drag queens. Ouais, non, ça a participé à cette démocratisation du drag, ouais, c'est clair. Si tu devais aujourd'hui donner un conseil à ceux qui veulent faire du drag ou à ceux qui commencent, ce serait quoi? Je leur dirais bonne chance pour se démarquer parce que maintenant on est bien 150. Mais non, bah c'est ça, faut pas. Je pense qu'il faut pas tomber dans la standardisation du drag, dans la reproduction de Drag Race ou même la reproduction de certaines queens qui sont à Paris. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes queens qui veulent reproduire ce que font par exemple la House of Moru ou même Cookie. C'est essayer vraiment de se forger soi-même, de prendre son temps, de sortir en club pour bien genre comprendre comment ça fonctionne le drag. Et C'est difficile de d'être une drague. ouais. Mais moi encore par exemple je suis pas satisfait de tout ce que je fais en drag. C'est aussi ça qui est bien avec le drag, c'est que tu peux constamment genre te renouveler et progresser. Je pense qu'il faut vraiment pas se précipiter pour le drag. De toute façon, ça coûte cher. Donc, sauf si t'es riche, vas-y, mais faut prendre son temps, tester des trucs, demander des conseils, même que ce soit en perf ou en look. Faut vraiment prendre son temps. Je vois, il y a plein de queens qui lancent leur carrière tout de suite après avoir fait une première fois en drag, mais c'est pas comme ça que ça marche. Faut tâtonner un peu, faut voir ce qui se fait et ce que t'as envie de faire. Bien écoute, merci beaucoup Étienne Je t'en prie. de m'avoir accordé du temps. Merci à Étienne d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi qui écoute la série de podcast Flamboyante, une production Mauvaise Tête. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser des étoiles sur Apple Podcast. Intense passion.